Arrête de dire des conneries parce qu'à partir de maintenant, ça enregistre. Autoriser tout le monde. Bam. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, est-ce que tout le monde m'entend? Super. Freddy, est-ce que tu m'entends? On a même du public au Baléares à Majorque. Et Freddy Caligaris, qui est le président de notre club de Majorque. Voilà. Alors je coupe les micros de ceux qui... C'est pas que je vous aime pas, mais je coupe les micros pour ne pas avoir les sons. Voilà, merci à ceux qui sont en train de les couper. Parfait. Et je suis légalement obligé de vous dire que vous êtes enregistrés. Voilà, donc je vous le dis. Vous êtes enregistrés pour la postérité, on va dire, et aussi pour que vous puissiez tous avoir accès au replay de cette FFI Academy, puisque comme vous savez, les rendez-vous virtuels des FFI sont de deux formes. Hein. Les cafés virtuels qui sont en général des témoignages d'entrepreneurs assez inspirants et ensuite les FFI Academy où là on vous apporte des connaissances de la formation en tant que membre des FFI dont vous pouvez profiter et reprofiter à foison via notamment les replays. Donc aujourd'hui nous commençons une nouvelle session de 3 FFI Academy. D'ailleurs, je tiens à remercier ceux qui nous ont contactés assez massivement pendant les 2 semaines. Je crois qu'on n'a pas fait pendant 2 semaines d'affilée de café virtuel. Et tout le monde s'est un petit peu inquiété. J'ai reçu plein de messages de « mais je suis encore dans la base de données ou est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que je ne me suis pas effacé par erreur parce qu'il n'y a plus de café virtuel ?» Alors à la base, on faisait un café virtuel par mois. Et puis là, en fait, quand on est hyperactif, on en a fait en moyenne 1 par semaine pendant 2 mois. Et donc tout le monde s'est inquiété que pendant 2 semaines, il n'y en ait pas. Donc voilà, on revient. Ça prouve l'attachement au club, c'est formidable. Donc, on revient pour 3 sessions de FFI Academy. La première ce soir, la suivante mardi prochain et ensuite le 25. Donc, en partenariat avec ma PME numérique, puisque justement, les PME et les unités industrielles aujourd'hui françaises sont bien en retard pour tout ce qui est du numérique. Et c'est très intéressant de pouvoir se pencher sur ces sujets. Aujourd'hui, le premier sujet que nous allons lancer c'est sur les enjeux du numérique auprès des PME et des industries. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Thomas Coustenoble, notre partenaire du club, et qui va vous être présenté par Laurent, parce que vous savez que Gilles et moi, nous, on a plus les mains dans le charbon. Le technophile de l'équipe, c'est Laurent. Donc, je vais lui laisser la parole. Donc, comme d'habitude, on part sur un format d'1 heure qui pourra un petit peu traîner, mais quoi qu'il arrive, on arrêtera à 20 heures. Gardez vos questions importantes, structurantes pour la fin de l'intervention. Cela dit, vous pouvez toujours lever la main si pendant la présentation de Thomas, quelque chose vous échappe ou vous avez besoin d'une précision. N'hésitez pas à lever la main et à ce moment-là, on pourra rythmer par là. Et puis, vous avez le chat également pour participer et nous passer vos commentaires. Laurent, c'est à toi. Merci beaucoup, Emmanuel. Comme d'habitude, c'était une introduction passionnante. Et en plus, j'ai tout compris cette fois-ci, donc c'est très bien. Donc, effectivement, alors en tant que technophile des 3, alors c'est pas forcément parce que je suis fort dans l'absolu, c'est d'ailleurs je suis moins mauvais que d'autres, mais on va pouvoir s'intéresser à ce sujet qui est effectivement comment capitaliser au moment où on se dit que il faut que la France réindustrialise. Il est clair qu'elle ne pourra pas le faire uniquement en modifiant les règles du commerce international, en montant les barrières douanières, etc. Il faut que les industries françaises redeviennent performantes. Et dedans, il y a des sources de productivité. Enfin, pour y arriver, il y a un certain nombre de sources de productivité qui sont à notre disposition. Donc, on a parlé de pas mal de choses. On a notamment beaucoup parlé des fonds propres récemment, avec des interventions qui ont été très appréciées, que ce soit d'Emmanuel Bonad ou de Florence Vasilescu, sur la capacité qu'on pourrait développer, nous, en tant qu'entrepreneurs français, à s'associer plus facilement avec d'autres et à lever plus de fonds et à mieux se financer. L'autre grand relais de croissance, outre ce pétrole qui est le financement, cette capacité à faire avancer les entreprises, c'est toutes les ressources offertes par le digital.
Donc, comme vous le savez, on a passé un partenariat dans le cadre de Ma PME numérique avec Microsoft. Thomas Koustonom, qui est un adhérent des FFI déjà à titre personnel, je crois que tu as été dans les 10 premiers adhérents et du coup, on a pu aller un petit peu plus loin et impliquer Microsoft derrière toi, derrière ton panache. Mais en plus, comme tu portes la division PME de Microsoft, qui est parfois vue comme un géant qui s'intéresse beaucoup aux grandes entreprises, et ben, pas uniquement. Il y a vraiment un certain nombre de produits qui sont aujourd'hui développés pour des patrons de PME. Et d'ailleurs, je te laisserai peut-être le préciser un petit peu plus. Mais Microsoft vous offre, en tant que membre des FFI et partenaire de la PME numérique, des formations gratuites à un certain nombre de ces produits. Donc voilà, c'est un geste que nous avons largement apprécié. Alors, un mot de plus pour dire que après l'intervention de Thomas, donc qui aura lieu ce soir, on aura 2 autres interventions qui seront dans ce cadre j'allais dire, des webinars Ma PME numérique. Un qui mettra en lumière Lectra qui est un groupe français, déjà une ETI, on va dire, enfin en tout cas une grosse PME, qui est leader de son marché dans la robotisation, notamment d'un secteur qui s'appelle le textile, qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle et la découpe laser pour automatiser un certain nombre de tâches, et surtout qui fera intervenir, parce que c'est une société française, bordelaise, qui ne fait que 5% de son chiffre d'affaires en France, et donc qui exporte beaucoup, et qui pourra nous montrer, en faisant intervenir ces équipes italiennes, qui parlent très bien français, comment est-ce que les Italiens, les industriels italiens ont réussi à faire perdurer le Made in Italy. Et je pense que c'est plutôt, on a trouvé en tout cas tous les trois, avec Emmanuel et Gilles, que cet exemple était très intéressant à étudier au moment où nous, on souhaite réindustrialiser la France. La dernière session sera consacrée à une technologie en particulier, enfin un ensemble de technologies qui sont la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qui sont l'une des révolutions offertes par le digital. Donc on aura notamment Renault qui interviendra, mais qui sera très sérieusement encadré par 2 autres intervenants. Certains qui vont parler justement de réalité augmentée et non pas uniquement virtuelle, et quelqu'un qui aura une vision beaucoup plus grand public et émotionnelle de cette technologie qui offre énormément de champs d'application, que ça soit pour le commerce, mais également pour l'industrialisation, enfin pour l'industrie elle-même. Voilà, j'en dis pas plus. Thomas, je te laisse dérouler ton argumentaire tel que tu l'avais prévu. On prendra les questions au fur et à mesure. Vous avez le chat, et pas uniquement pour raconter des bêtises. Je te vise pas, Emmanuel, quand je dis ça. Mais vous pouvez poser naturellement vos questions et on vous laissera la parole. Voilà, Thomas, à toi de jouer. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Emmanuel. Merci, Gilles, également pour l'invitation. Effectivement, donc, moi, je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous ce soir quelques convictions sur les atouts du numérique pour nos PME françaises. C'est vrai que j'ai rejoint les FFI tout au début. Personnellement, je suis un convaincu de la première heure qu'on ne pourra pas revitaliser des filières ou maintenir notre compétitivité, voire la développer, si on n'investit pas davantage sur les technologies. Et donc, du coup, depuis 3 ans, donc, je m'occupe du segment TPE-PME de Microsoft France pour toutes les différentes solutions. Et à ce titre, j'ai eu la chance aussi d'aller depuis 3 ans dans les régions. Donc, j'ai rencontré beaucoup de dirigeants de PME, très souvent passionnés et passionnants, dans l'agro, dans le textile, dans l'artisanat, dans l'industrie lourde. Et du coup, voilà, moi, j'ai une conviction, c'est qu'il faut qu'on arrive à mieux connecter les acteurs de la technologie, parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui arrivent sur le marché, avec des PME plus traditionnelles qui sont ancrées dans un modèle et qui se disent finalement comment j'y vais, comment je fais ma transition numérique, par où je commence. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé, je reviendrai tout à l'heure, une initiative collective franco-française
qui s'appelle Ma PME numérique, justement pour mettre à disposition toutes ces innovations qui sont disponibles en France. Et en France, on a aussi beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de startups et d'éditeurs qui sont aussi en train de démocratiser quelque part la technologie. Et nous, Microsoft, on est là en tant qu'acteur de plateforme pour les aider justement à faciliter leur développement et à créer de l'innovation. Donc même Microsoft a changé depuis quelques années, donc ça fait peut-être aussi partie des points qu'on pourra échanger ce soir. Voilà, donc effectivement, j'ai quelques slides. Alors, l'idée, c'est aussi de pouvoir partager avec vous des innovations technologiques, de montrer des cas concrets. Donc, je vais partager la présentation. Dites-moi si c'est OK. C'est bon, petit pouce, nickel. Donc, tout d'abord, en préambule, un des constats qu'on peut tous faire déjà au niveau personnel, qu'on soit une PME, une grande entreprise, mais avant tout même un citoyen, on l'a vu avec le Covid, il y a beaucoup de bouleversements qui ont lieu autour du numérique. Dans nos actes de tous les jours, les achats sur des plateformes d'e-commerce, l'apprentissage à distance avec nos enfants. Et d'ailleurs, vous entendez les miens derrière et à cette heure-ci, en général, ils sont bien dynamiques. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, un bon exemple. C'est ce qu'on appelle le prédictif. La télémédecine, les événements virtuels comme celui-ci de ce soir. Et finalement, tous ces changements qu'on a vécus un peu à marche forcée pendant le Covid, ça imprime des nouvelles habitudes. Chez nous, en tant que citoyens, en tant que parents, en tant qu'acteurs de l'économie. Et donc, on va vouloir plus de simplicité. On veut accéder à des produits de meilleure qualité. On veut savoir où ces produits sont fabriqués. On veut que ce soit fluide dans l'acte d'achat. On ne veut pas uniquement aussi acheter pour acheter, on veut aussi avoir un acte citoyen. On a vu des nouvelles formes de solidarité qui ont émergé également ou qui se sont accélérées pendant le Covid. Et finalement, c'est très important parce que ce n'est pas tant la technologie qui est le sujet, c'est tous les nouveaux usages et les nouveaux réflexes et les nouveaux standards que c'est en train de créer. Et je voulais vraiment démarrer par ça parce que pour moi, c'est ce qui va fondamentalement aider l'industrie aussi à se moderniser avec l'impulsion des consommateurs et avec l'impulsion des acteurs technologiques qui vont apporter toute cette transparence, cette simplicité, cette sécurité, etc. Donc ça, c'est vraiment, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on comprend tous, qu'on a tous vécu, qui est très important. Après, une fois qu'on a dit ça, il reste beaucoup d'enjeux pour les PME françaises. Il y a pas mal d'études qui sont sorties sur le fait que la France était en retard dans l'adoption du numérique, notamment les PME. Et c'est vrai qu'en France, on a un tissu de TPE-PME qui est très, très important. C'est 99% des entreprises françaises. Et encore une fois, là-dessus, la quasi-majorité sont des TPE. Donc, on a un marché français qui est assez bicéphale entre le CAC 40 d'un côté et puis les toutes petites structures. On a moins de TI qu'en Allemagne aussi. Donc là, c'est aussi, je pense, très structurel, c'est-à-dire qu'on a moins de grandes entreprises industrielles comme ça qui exportent et qui tirent toute une dynamique régionale. Même si aujourd'hui, on sent bien qu'en France, il y a une plus grande décentralisation, une prise de conscience des collectivités et puis tout un tas de nouveaux acteurs qui sont en train de s'installer dans des régions, notamment la French Tech, mais pas que. Et ça, je pense que ça va nous aider au niveau de la France à amener la technologie au plus près de filières d'excellence. Et ça aussi, c'est assez nouveau comme phénomène. Donc, on a un retard, mais on a une dynamique régionale et une volonté politique aussi affichée qui sont très fortes. Néanmoins, il y a toujours à peu près les mêmes enjeux autour des PME, parmi tous les clients avec qui on échange régulièrement. C'est la continuité d'activité. Là, c'est vraiment un gros sujet en ce moment. Comment est-ce que je continue mon activité? Comment j'absorbe aussi les baisses de charges, la baisse de la demande? Comment je diversifie également mes canaux de vente? Comment est-ce que je vais chercher plus de clients pour être moins exposé à une concentration de clients? Comment je me protège contre les cyberattaques aussi? On a vu ça pendant le Covid. Explosion des ransomware, des demandes de rançon. Et je pense que le sujet est clairement monté de 3 crans facilement, puisqu'en fait, les cyberattaques deviennent de plus en plus complexes.
elles touchent les dirigeants, elles sont très ciblées. Et bien entendu, elles touchent aussi le tissu industriel, là où on a de la propriété intellectuelle à protéger, surtout que ces industries sont de plus en plus dépendantes de la donnée. Donc, c'est aussi ça. Il y a un changement au niveau des enjeux qu'il faut noter. Donc, il y a un certain nombre d'enjeux qui vont de choses assez simples, du travail collaboratif jusqu'à la cybersécurité, jusqu'à des choses beaucoup plus complexes sur la transition numérique de toute une entreprise, où là, finalement, ce n'est pas que la question de la techno, c'est la question de l'accompagnement au changement, c'est la volonté du dirigeant, c'est la capacité à savoir s'entourer, donc des choses qu'on retrouve dans d'autres domaines, mais encore plus dans le numérique. Comment je structure mes données, comment je définis une roadmap, comment est-ce que je peux apprendre aussi en testant, plutôt que de rentrer dans des projets très longs. Est-ce que je peux m'appuyer sur des solutions qui sont disponibles? Quelle va être ma gouvernance également autour des données? Donc, il y a plein de questions qui sont plus liées à une démarche projet, une démarche d'entreprise. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les PME arrivent à construire une culture du numérique. Voilà. Pour qu'il y ait une forme d'autonomie qui se crée, et ça passera par la formation. Donc, apprendre continuellement, avoir cet apprentissage permanent, c'est aussi une des clés du succès pour nos PME françaises qui doivent se numériser, c'est toujours être en alerte et essayer de se former continuellement et de tester des choses avec un écosystème de partenaires voilà, nationaux ou locaux. Donc voilà, ces enjeux-là, on les a identifiés et pendant la crise, alors bien sûr, il y a eu beaucoup d'adoption des technologies de Microsoft. On n'a pas chômé, on a été très sollicité par nos clients et nos partenaires ces derniers mois. Mais on s'est dit avec l'équipe française, est-ce qu'on ne peut pas faire plus pour aider les PME à rebondir? Parce que mettre en place le télétravail, c'est une chose, mais ce n'est pas forcément une transformation profonde. Il faut vraiment aller au cœur du métier. Il faut aller sur voilà, les ateliers, typiquement dans les usines. Il faut qu'on travaille sur de la maintenance prédictive, sur de la non-qualité. Il faut qu'on aille sur des choses qui ont un impact direct, soit sur la productivité, soit sur la croissance de la boîte, voire les deux. Thomas, est-ce que tu peux nous dire 2 mots peut-être pour expliquer ce que c'est que la maintenance prédictive? Alors, je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est effectivement, typiquement, je donne souvent ce cas-là, pour une PME qui vend des radiateurs, qui a ses forces commerciales qui vont vendre les radiateurs. Plutôt que de vendre des radiateurs, c'est vendre des heures de disponibilité de ces radiateurs. Et pour faire ça, il faut pouvoir connecter les radiateurs qu'elle vend, pouvoir les monitorer à distance et pouvoir anticiper les pannes et donc faire les réparations avant que les radiateurs installés chez ses clients ne tombent en panne pour assurer une disponibilité à 100% des radiateurs. Donc, sur un modèle historiquement où je vendais un nombre de radiateurs, où j'avais une force technique sur le terrain que j'envoyais à droite à gauche pour faire des interventions pour réparer des pannes, je me retrouve dans une situation où finalement, comme j'ai connecté tout ça et que je collecte des données, à pouvoir intervenir quand je le souhaite, moins souvent, et à garantir un niveau de disponibilité plus élevé à mes clients. Et ça, c'est un changement de modèle, parce que typiquement, ce type de PME peut imaginer proposer des forfaits ou des abonnements ou un nombre d'heures de disponibilité plutôt que de vendre du matériel. Donc ça, c'est typiquement ce que la maintenance prédictive peut apporter. Ça peut apporter une forme de confort, une forme de productivité, mais si on tire un peu plus loin le modèle, ça peut carrément changer le modèle économique d'une boîte. Et c'est ce que fait d'ailleurs à un autre échelon Rolls-Royce, qui fait des moteurs d'avion, qui historiquement vendait des moteurs, et aujourd'hui, Rolls-Royce vend des heures de vol disponibles voilà, aux constructeurs. Donc ça, ce sont des enjeux plus spécifiques sur l'industrie, on y reviendra tout à l'heure. Donc ma PME numérique, en 2 mots, hein, c'est une initiative collective où on a regroupé tout un tas d'acteurs, dont Lectra, qui viendra vous présenter ses solutions la prochaine fois. Mais il y a des acteurs comme Solocal pour améliorer sa visibilité en ligne. On a des acteurs du e-commerce comme Shopify ou PrestaShop qui sont en pleine croissance et qui aident aussi beaucoup de jeunes marques françaises. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui se lancent comme Belleville,
voilà, pour en faire la pub, mais ou 1083 avec Thomas, qui veulent vraiment, qui sont des marques activistes presque, voilà, qui veulent vraiment recréer des filières, qui veulent connecter direct, qui veulent impliquer le consommateur dans l'acte d'achat. Mais ça veut dire qu'il faut qu'elles soient davantage exposées. Donc, voilà, il y a tout un tas de solutions qui sont disponibles comme ça aujourd'hui, très en vogue sur le e-commerce, sur la visibilité en ligne. Voilà, qu'on a référencé aussi dans ce dispositif pour les mettre en visibilité. Donc, à titre voilà. Manu, je pense qu'il y a un micro à éteindre. Oui, je cherche justement. Ah, c'est Arnaud, je coupe la chic, Arnaud. Voilà. Donc, ma PME numérique, si ça vous intéresse, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil à cette adresse, voilà, aka.ms/ma-PME numérique. Il y a vraiment 3 volets qu'on a travaillé. L'idée, c'est qu'avec une 50aine d'acteurs, on puisse aider 20 000 PME par an. Alors, aider soit à trouver des experts, des solutions, soit à se former. Et donc, on a notamment dans les dispositifs qu'on a mis en place, un MOOC avec tout un tas de cours gratuits sur la dizaine d'enjeux qui est sur le slide, et un catalogue également pour passer à l'action. Voilà. On est omnubilé aussi par le passage à l'action. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas d'apprentissage sans action. En France, on est très fort pour faire des constats, faire des rapports, faire des propositions, et par contre, c'est plus compliqué d'aider à passer à l'action. Donc, c'est très bien maintenant qu'il y ait le plan France Relance, c'est très bien qu'il y ait 40% des investissements du plan qui soient fléchés sur les PME. La question, c'est comment on y va? Comment je trouve les financements? Comment je finance ma transition numérique? Avec quel partenaire je peux le faire? Et donc, c'est ce qu'on essaye aussi, nous, d'apporter comme élément de réponse. C'est plus le comment on y va. Donc voilà, c'est perfectible. L'avantage, c'est que c'est un collectif. Donc, chaque membre du collectif aussi contribue à la création des contenus, amène des cas d'usage, met à disposition son écosystème. Et voilà, c'est comme ça qu'on essaye d'avancer en équipe étendue. Alors, un titre, voilà, si vous voulez aller un peu plus loin sur le MOOC, voilà, typiquement, c'est structuré comme ça, avec les thématiques. Vous y trouverez des cours assez brefs pour pouvoir apprendre lorsqu'on le souhaite, avec à chaque fois les contacts des différents acteurs qui sont dans le dispositif pour que vous puissiez voilà, directement les identifier, tester des solutions. Et la plupart ont mis en place aussi des solutions en freemium pour limiter l'impact sur la trésorerie des PME, et puis surtout permettre toujours de mettre un pied à l'étrier très rapidement, de tester, de voir un retour sur investissement, et puis d'itérer. Voilà, il n'y a pas de chemin tout tracé dans une transition numérique. Ça dépend de là où on part, ça dépend de son secteur, ça dépend de sa taille, ça dépend de ses compétences. Donc, en tout cas, à travers cet écosystème, nous, l'idée, c'est que vous soyez un maximum stimulé, et que ça vous inspire aussi dans votre propre cheminement. Donc voilà, donc à ce stade, voilà un peu le contexte, les enjeux des PME. La France rattrape son retard. On a vu un très bel engouement ces derniers mois. Beaucoup de solutions sont disponibles, donc on a un coût d'accès à la technologie qui a considérablement baissé aussi, et ça c'est un changement de paradigme, on ne le dit pas souvent, mais il y a cette perception que le numérique c'est complexe, et en fait oui et non. La transition numérique dans son ensemble peut être un projet un peu compliqué, mais les solutions aujourd'hui sont très accessibles, et ça c'est une nouveauté aussi. Encore faut-il y aller, on revient toujours aux compétences et à l'accompagnement. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de vous donner quelques exemples d'usage. Alors, ces slides, vous les aurez. L'idée, c'est pas de les lire, c'est que je vais juste vous faire quelques zooms comme ça sur des sujets qui me paraissent assez structurants dans sa transition numérique. La première dimension, c'est toute la brique collaborative. Quand on crée son entreprise ou même quand on souhaite faire travailler des équipes sur la création de nouveaux services ou attaquer des nouveaux marchés, il y a toujours cet enjeu de comment on collabore. Et donc, on l'a vu pendant le Covid. Je pense qu'on a tous commencé à utiliser les conférences web.
Mais on a des solutions aujourd'hui qui nous permettent de coéditer des documents, de structurer toute une arborescence aussi dans une entreprise avec des fichiers partagés, pouvoir aussi, avec un niveau assez granulaire, définir les accès pour protéger aussi ces données, pas forcément donner accès à tout le monde. Et puis aussi tout un tas d'automatisations qui sont en train d'arriver dans ces solutions de travail collaboratif. Donc c'est peut-être invisible pour vous, mais il y a de l'intelligence artificielle de plus en plus embarquée dans ces outils. Donc typiquement, quand vous travaillez sur une présentation, vous pouvez assembler des photos et l'outil vous fait une proposition dynamique d'assemblage. Sur le traitement des mails, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a un classement dynamique des mails en fonction du niveau d'importance ou de la personne qui vous les envoie ou de vos habitudes de lecture. Et donc ça, c'est autant de bruit, entre guillemets, que vous n'avez pas, vous, à traiter en tant qu'utilisateur. Et puis, il y a toutes les nouvelles habitudes autour du travail en équipe, hein, donc avec Teams aujourd'hui. Mais Teams, c'est bien plus que la vidéoconférence. Hein, c'est la possibilité de faire du brainstorming avec des tableaux blancs. Et de plus en plus, en fait, ça devient un peu notre point d'accès au système d'information. Donc, un des enjeux ou ce qui se dessine en termes d'usage, c'est que demain, plutôt que d'aller dans plein de systèmes différents, je vais rester dans mon interface de travail collaborative pour valider des factures, pour valider des workflows, pour approuver des prévisions financières sans forcément multiplier les outils. Donc ça aussi, c'est un phénomène très intéressant qui se passe sur le marché, c'est que les acteurs travaillent ensemble à créer des ponts, à créer des connexions pour qu'au final, l'expérience utilisateur, elle reste simple avec une garantie d'accès, de partage de données. Voilà. Et ça, c'est autant de bonnes nouvelles aussi pour les PME qui n'ont pas envie de multiplier les outils. Donc, un des enjeux aussi que nous, on a à côté de Microsoft, c'est de passer d'un modèle finalement où historiquement, on proposait des produits, hein, Windows, Office, etc., que les clients les déploient ou pas, finalement, c'était pas forcément un sujet, mais avec le cloud, ça le devient. Il faut absolument qu'on s'assure qu'il y ait un bénéfice au final, que ce soit vraiment utilisé pour qu'il y ait de la valeur. Et donc, ces usages, bien sûr qu'ils dépendent de la capacité d'innovation de Microsoft, on le voit avec Teams, mais de plus en plus, ils vont dépendre aussi de la capacité d'innovation de tout un tas d'autres acteurs qui vont apporter des briques très spécifiques sur des verticaux ou des métiers. Et donc, encore une fois, c'est le cas de Lectra. Lectra, vous le verrez, hein, ils vendaient historiquement des machines de découpe pour le textile, mais progressivement, ils collectent énormément de données lors des phases de patronage ou de production en usine. Et finalement, c'est sur cette quantité de données qu'ils arrivent à travailler pour proposer des optimisations à l'ensemble de leurs clients. Donc, ils passent d'un modèle de je vends des machines à je deviens une plateforme pour l'industrie 4.0 parce que je collecte des données et je peux amener des nouveaux usages dans mon logiciel dont tout le monde pourra bénéficier. Donc, il y a toujours cette idée aussi de comment est-ce qu'on peut accélérer le rythme des innovations. Et il y a beaucoup d'éditeurs français d'ailleurs qui s'appuient sur notre plateforme pour faire ces développements et apporter ces niveaux d'automatisation et de simplicité. Donc toute cette partie collaborative, j'ai envie de dire, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est ce avec quoi on travaille tous les jours. Un deuxième thème qui me paraissait aussi essentiel, c'est la cybersécurité. Je pense que vous en avez entendu parler, il y a eu beaucoup de presse sur ce sujet-là. Moi, parmi les points qui me semblent les plus essentiels, le premier, c'est de prendre conscience des risques. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a un niveau de risque qui s'est accru, multiplicité des attaques, complexité des attaques. On ne le voit pas forcément, on s'en rend compte a posteriori. Et souvent, il y a énormément de décalage entre le moment où on s'en rend compte et le début des attaques. Donc, il y a 40% des PME quand même qui ont subi une ou plusieurs attaques ou tentatives d'attaque informatique. Donc, il faut aussi en avoir conscience. Et il faut se former. Donc, là aussi, on a fait un partenariat avec cybermalveillance.gouv.fr. On propose des cours sur la cybersécurité dans le cadre du MOOC Ma PME numérique pour justement sensibiliser aux nouvelles techniques d'attaque, qu'est-ce que les hackers vont rechercher, comment on doit réagir quand on est une entreprise et qu'on n'a pas forcément des ressources techniques chez soi. Donc ça, c'est très important, d'avoir cette prise de conscience. 2, sensibiliser, former les équipes.
là c'est pareil, c'est pas que lié aux outils. Souvent, c'est des problèmes de gouvernance, c'est-à-dire des droits d'accès qui ont été mal attribués ou des partages d'informations qui ont été faits, qui n'auraient pas dû être faits, des problèmes de gestion de mots de passe ou le fait de travailler dans un train, enfin à l'époque, quand on pouvait travailler dans un train et se déplacer sans avoir un cache qui permet à votre voisin de pas regarder ce que vous faites. Donc, il y a plein de bonnes pratiques comme ça que les entreprises doivent mettre en place. Et c'est de la formation permanente. Voilà. C'est vraiment aussi pareil, les PME qu'on a rencontrés nous disent il faut rabâcher sur ce sujet-là. Le troisième point qui est très important sur les cybermenaces, c'est qu'il faut dépérimétrer ce sujet. C'est pas parce qu'une PME met en place un firewall dans son entreprise qu'elle est protégée. Aujourd'hui, les cyberattaques vont passer par du phishing de données sur le réseau social d'un dirigeant de PME, par exemple. Et ça, c'est en dehors du système d'information de l'entreprise. Donc, il faut vraiment avoir une vue très holistique du sujet et se dire finalement, est-ce que mes employés sont exposés aussi ou s'exposent en dehors de mon entreprise et est-ce qu'à un moment, ça ne va pas revenir en problème au sein de mon entreprise. Donc ça, c'est ce sujet de dépérimétrer la cybersécurité. Et d'autant plus, quand on travaille en écosystème, et c'est ce qui se dessine aussi avec le fait que les PME travaillent davantage en réseau neuronal, comme ça, avec des grands groupes. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on aimerait voir en France, hein, c'est d'avoir une sorte de solidarité plus forte entre les grandes entreprises et les PME. Et à un moment, ça passera aussi par une mise à niveau des systèmes d'information de ces PME. Parce que les grands groupes imposeront aux PME d'avoir un niveau de respect des contraintes réglementaires et sécuritaires qui sera de plus en plus élevé. Donc, il faudra pour les PME, de toute façon, s'équiper si elles veulent travailler avec des grandes entreprises et avoir accès à des marchés plus importants. Donc, ça devient aussi une contrainte, quelque part, commerciale. Et ça c'est assez nouveau dans la cybersécurité. Alors, tout n'est pas perdu, il ne faut pas non plus être alarmiste. Il y a aussi un énorme niveau d'automatisation sur la cybersécurité, sur vos emails, sur vos documents, sur le fait de pouvoir aussi s'auditer constamment sur le niveau d'exposition de son entreprise. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de pédagogie et d'outils assez ludiques qui sont disponibles maintenant pour les petites structures. Voilà, donc ça c'est un sujet qui est super important, cybersécurité aussi, je voulais le repartager avec vous. On l'a évoqué tout à l'heure aussi, être efficace opérationnellement, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas forcément ça qui va vous amener des nouveaux clients. Donc, il y a une des questions qui se posent, c'est comment le numérique peut aussi vous aider à aller chercher des nouveaux marchés. Et donc, on revient sur la question de est-ce que vous avez un site qui est bien référencé? Est-ce que vous avez la volonté ou la possibilité de vendre en ligne? Si oui, qu'est-ce qui vous freine? Est-ce que c'est parce que vous pensez que le e-commerce n'est pas accessible à des PME? Il y a des alternatives. Typiquement, je vais en citer une qui est Cdiscount, un acteur français basé à Bordeaux, qui est un de nos grands clients cloud chez Microsoft. Et Cdiscount est militant. Ils ont lancé une place de marché pour que les PME puissent venir s'équiper directement, voire proposer leurs solutions et leurs produits à d'autres PME. Donc, il y a aussi ces nouvelles formes de marketplace qui sont en train de se développer sur le marché, qui sont très intéressantes parce que si je suis une PME et que je n'ai pas envie moi-même d'opérer un site de e-commerce, je peux quand même m'appuyer sur des tiers qui sont des marketplaces. Voilà. Et tout en ayant la garantie que je fais travailler aussi mes copains sur le territoire. Donc là, on a des très belles alternatives à des marketplaces de groupes voilà, plus transatlantiques pour les PME. Et ça, je voulais le souligner parce que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel pour démocratiser l'accès à des clients pour des PME qui ne veulent pas se lancer dans le e-commerce. Après, il y a toujours la question de la prospection. Même si vous êtes bien référencé sur Internet, même si vous commencez à vendre sur des nouveaux canaux, il y a toujours la question de comment je vais chercher des nouveaux clients. Donc là, pareil, il y a une plateforme assez incroyable qui s'appelle LinkedIn,
qui dans la plupart des PME est totalement sous-utilisé. Je pense qu'aujourd'hui, entre les modules de formation, les capacités de prospection qu'on a pour cibler des interlocuteurs précis sur des industries précises, sur des territoires précis, vraiment là, LinkedIn peut être un très bon outil. Maintenant, je te coupe une seconde, Thomas. Une des choses auxquelles on réfléchit après cette session sur le digital et sur ma PME numérique, c'est de faire une restitution, enfin en tout cas demander à une experte membre des FFI de vous faire une petite formation sur les douzaines d'ondes, sur les bonnes pratiques de LinkedIn. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est cette personne qui a pris en main le compte LinkedIn des FFI récemment. Bon, avant, c'était moi qui le gérais, donc je suis extrêmement vexé, mais enfin, je pense qu'elle a entre 2 et 3 fois plus d'audience que ce que je faisais tout seul, en y mettant pourtant toute mon âme, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc c'est un métier, il y a des techniques et c'est plutôt efficace. Ouais. Complètement d'accord. Et c'est vrai que le cœur, parfois, ne suffit pas. Il faut s'entourer d'experts. Et comme ça va vite aussi, hein, on le voit sur ces plateformes, il y a toujours des nouvelles fonctionnalités. Et donc, il faut savoir s'entourer aussi de personnes qui peuvent rester à la page, hein. Il y a cette notion de vitesse aussi qui est un changement. Autant il y a 5 ans, je vous aurais dit, voilà, on peut attendre, on peut séquencer. Autant là, voilà, il faut vraiment y aller et il faut être dans une course permanente à l'apprentissage. C'est plus que vital. Alors, donc, au-delà de ces aspects visibilité en ligne, cybersécurité, travail collaboratif, ça, ce sont des choses assez, on va dire que si sur ces enjeux-là, on répond au moins à la moitié des enjeux qu'on voit remonter le plus côté PME, il y a aussi des choses qui se passent sur la partie gestion. Et là, ça va me permettre de faire une transition douce vers la dimension industrielle, mais on a aussi beaucoup d'outils qui étaient réservés à des grandes entreprises historiquement, qui deviennent de plus en plus accessibles à des PME, notamment les outils de gestion de la relation client, les outils de gestion tout court, hein, les ERP. On voit des solutions typiquement de gestion des notes de frais qui vous permettent de juste scanner avec votre téléphone mobile une facture et avoir une reconnaissance dynamique des catégories et une écriture temps réel sur les lignes comptables pour que tout soit transmis en quasi temps réel à votre expert comptable. Donc là, on a des gains de productivité très intéressants sur vraiment des outils de gestion qui prennent aussi beaucoup de temps, on le sait, dans les PME. Et ça, ce sont des outils voilà, qui valent quelques euros par mois par utilisateur et qui amènent un niveau d'automatisation et toujours une simplicité d'usage qui sont très intéressantes. On le voit aussi dans les outils de gestion de finances ou de gestion de trésorerie. On a des boîtes en France comme Agicap ou des startups comme Income sur la comptabilité pour les PME qui apportent aussi cet usage de la donnée pour proposer des services de prévision. Voilà. Comment établir un prévisionnel sur mes données par rapport à mon historique de vente, mais aussi peut-être par rapport à l'industrie dans laquelle je me trouve, par rapport à des éléments de marché extérieurs que l'éditeur va utiliser pour me proposer en fait des prévisionnels et pour m'aider à piloter mon business. Et ça, c'est très intéressant parce que si j'avais choisi moi-même un logiciel déconnecté que j'installe en local chez moi, j'aurais pas toute cette puissance de frappe autour des données, ni une utilisation de l'intelligence artificielle qui commence à infuser de plus en plus sur ces plateformes. Donc, on le voit dans les RH, dans la vente, dans la gestion, dans la compta. On le voit aussi typiquement, là je vous montre une copie d'écran d'un éditeur qui s'appelle Énergisme et qui aide les entreprises à piloter la performance énergétique des bâtiments. Donc, sujet hautement prioritaire dans le cadre du plan France Relance. Il y a une enveloppe assez conséquente sur la transition énergétique et on a beaucoup d'industriels qui vont devoir à un moment voilà, piloter ça, piloter les bâtiments, piloter… et donc, on a ce tableur-là qui est connecté finalement aux machines outils
au bâtiment industriel en tant que tel et qui permet de voir les économies qu'on peut réaliser en optimisant voilà, certains cycles de production, en mettant peut-être plus des panneaux solaires. Voilà. Donc là, c'est vraiment une plateforme de gestion énergétique qui est vraie pour les entreprises, en fait, pour le coup. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, j'ai envie de dire, sur étagère, avec un haut niveau d'automatisation et des coûts relativement bas. Ça, c'est intéressant. Autre sujet qui est intéressant, c'est que si jamais on veut développer des choses spécifiques, voilà, parce qu'on est dans une industrie qui n'a rien à voir avec d'autres, on a des besoins très spécifiques, on a aussi beaucoup d'innovations qui arrivent sur les technologies pour coder, pour créer ces applications sans forcément savoir coder, ce qu'on appelle le low-code ou le no-code. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir mettre dans les mains d'utilisateurs qui ne sont pas des informaticiens des solutions pour dessiner soi-même son application. Et donc, typiquement, là, j'ai un exemple en bas à droite de chariot élévateur ou d'application qui permet de présenter des produits. Je vais pouvoir dessiner, imaginer mon application et la plateforme va coder pour moi. Et je vais tout de suite avoir un rendu. Je vais pouvoir utiliser des services sur étagère, par exemple de reconnaissance d'image avec une intelligence artificielle voilà, où je fais copier-coller et je dis, ben voilà, quand j'utilise mon téléphone, je veux que l'IA reconnaisse du champ texte ou de l'image ou autre. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que ça permet d'aller sur des scénarios très spécifiques sans forcément investir du temps et en compétences technologiques. Ça permet aussi à des PME de se réapproprier la technologie. Donc là, on assiste vraiment aussi à ce qu'on appelle le développement citoyen ou le citizen development, comme ils disent aux États-Unis, sur le fait que la technologie doit être au service de la créativité et du plus grand nombre. Donc ça, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur aussi chez Microsoft. On a des écoles IA pour des personnes qui sont en reconversion ou en difficulté ou en recherche d'emploi. Donc, on est aussi très impliqué sur la démocratisation des technologies. Une fois qu'on a dit tout ça, bien entendu, il y a cette dimension industrie sectorielle qui est très forte avec des cas d'usage précis. Donc, tout à l'heure, on a évoqué la maintenance prédictive. On voit également de plus en plus d'optimisation sur la chaîne logistique. Récemment, j'étais dans une PME qui avait des difficultés à avoir de la visibilité sur sa chaîne d'approvisionnement. Elle était très dépendante de fournisseurs allemands et du coup, ça lui coûtait énormément. Donc, on aurait pu robotiser sa chaîne de production, on aurait pu rajouter des dashboards pour mieux piloter la chaîne de production. Au final, si on n'avait pas travaillé sur la visibilité de la chaîne d'appro, tout ça n'aurait servi à rien. Donc, je pense qu'il y a un sujet qui est important aussi pour les PME, c'est de bien prioriser les enjeux quand on parle d'usine 4.0. Il y a tellement de scénarios qu'il faut aussi se dire bah, finalement par où je commence, où est-ce que j'ai le plus à gagner. Donc là, je passerai sur un cas d'usage tout à l'heure, mais quand on regarde un peu ce que nous dit McKinsey, voilà, c'est une source parmi d'autres, mais les gains de productivité, ils sont clairement identifiés sur des scénarios technologiques dans l'usine 4.0. On sait que en moyenne, je peux aller gagner 10 à 20% sur la qualité, le traitement de la non-qualité, que je peux aller gagner 20 à 50% sur une meilleure gestion de mes stocks. Là où il y a clairement beaucoup d'optimisation et de gains à faire, c'est sur les forecasts. Donc les forecasts de vente pour adapter bien entendu les unités de production, mais aussi les forecasts sur la chaîne d'approvisionnement, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que, voilà, si j'ai aucune visibilité, je ne vais pas pouvoir optimiser mon taux d'utilisation des machines, et donc ça peut coûter extrêmement cher, sans parler du fait que pendant ce temps-là, je ne vends pas, quoi. Donc, je pense qu'une des premières démarches, c'est bien entendu, il faut que les entreprises s'informent sur ces scénarios autour de l'usine 4.0, de faire un assessment aussi sur là où il faut démarrer. Et donc, il y a tout un tas de frameworks qui existent sur ces sujets-là. Et ça, c'est pas forcément accessible pour toutes les PME. Une PME qui veut se lancer avec un petit atelier de fabrication, bien entendu, on ne va pas lui parler d'usine 4.0. Néanmoins,
elle peut déjà commencer à stocker un peu des données, un historique de fabrication, un historique des demandes clients pour travailler à un planning et être dans l'anticipation et se dire, bah voilà, il y a telle gamme qui fonctionne bien à telle époque de l'année, il y a peut-être de la saisonnalité, et s'appuyer davantage sur les données aussi pour optimiser sa production. Maintenant, la vision, elle est clairement là, hein, c'est que de plus en plus, on va aller vers ce type de plateforme industrielle interconnectée avec les systèmes des fournisseurs, avec les systèmes clients, et il va falloir réconcilier aussi toutes ces données entre l'amont, l'aval, et puis les systèmes historiques qui sont dans les ateliers ou dans les usines, qui permettent de piloter tous les systèmes. Donc ça, c'est aussi quand même un enjeu d'intégration qui va être assez… Ouais, Thomas, juste un mot là-dessus. Ouais. Ouais, excuse-moi, tu m'entends? Oui. Ouais, juste un mot là-dessus, parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est assez capital. On en a parlé tout à l'heure sur la plateformisation, c'est-à-dire le fait que des PME françaises doivent maintenant s'équiper, ne serait-ce que pour travailler avec les grands groupes. Il y a eu, on a tous vécu cette plateformisation au début par l'e-commerce. C'est en train maintenant de gagner, donc c'était du B2C, hein, du business to consumer, donc du grand public. C'est en train d'aller très très vite sur la partie B2B de façon un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on va avoir des services achats d'entreprises qui vont se doter de plateformes et il faudra avoir les outils qui se connectent avec ces plateformes, ne serait-ce que pour recevoir les appels d'offres, pour pouvoir échanger de façon sécurisée avec ces grands groupes. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et gérer les flux qu'il y a au sein j'allais dire, d'une entreprise industrielle, ça aussi, c'est un vecteur de productivité qui est extrêmement fort. Pourquoi? Parce que on a reçu sur ce plateau, n'est-ce pas, un certain nombre d'entrepreneurs qui sont en train d'investir pour réindustrialiser et qui créent des unités de production. On voit bien que la problématique majeure de la réindustrialisation, c'est que quand vous décidez de lancer une ligne de production, cette ligne de production, elle ne fait pas tout de A à Z, enfin, sauf à ce que vous soyez dans l'automobile et que vous ayez des investissements, une capacité d'investissement qui soit considérable et que donc vous allez faire toute la filière. Généralement, vous avez une capacité de production sur un des éléments d'une chaîne plus globale. Et donc, il faut être capable d'interagir avec les gens qui sont en aval de votre action et ceux qui sont en amont. Donc, la gestion des flux qui est en train de présenter Thomas, c'est quelque chose de très important parce que finalement, on parlait du lin par exemple, quand vous êtes numéro 5 cinquième maillon de la chaîne et qu'il y en a 10, évidemment, si vous avez des maillons extrêmement robotisés, performants, informatisés, digitalisés et que vous êtes encore à recevoir des fax, ça va être plus compliqué. Donc en fait, c'est des problématiques qui sont assez globales. La bonne nouvelle que tu nous annonces là, Thomas, c'est que maintenant, cette histoire de plateformisation, ce n'est pas une PME qui va devoir s'équiper de A à Z. Il y a maintenant quand même des choses qu'on peut intégrer de façon beaucoup plus simple et qui sont déjà préconnectées avec les autres. Tout à fait. Et c'est une responsabilité des fournisseurs de travailler à cette… en fait, il y a beaucoup de livres qui existent sur ce sujet. C'est l'économie des API. Les API étant des connecteurs pour faire discuter des systèmes ensemble. Parce que finalement, la valeur, elle vient pas d'un système seul, comme tu disais, elle vient d'un système connecté à d'autres. Et donc, il faut que les éditeurs, notamment Microsoft, quand ils vous proposent une plateforme comme Dynamics ou Teams, que ça puisse s'interfacer avec des systèmes existants. Donc, il y a un gros travail qui est fait au niveau de nos équipes de développement, en France et aux États-Unis surtout, pour venir avec tout un écosystème qui est interconnecté. Et la valeur, voilà, encore une fois, elle ne viendra pas tant de l'innovation fonctionnelle du produit, mais aussi de son niveau d'interconnexion avec les systèmes tiers. Et ça, c'est primordial parce que si vous avez à le faire vous-même, déjà, un, ça coûte cher. Deux, c'est pas votre métier. Et trois, ce sera une condition de succès de plus en plus. Donc, je pense que la bonne nouvelle… Ouais, d'autant que là, on parle de production et d'usine 4.0, mais pourquoi est-ce qu'on vous parle de tout ça? Alors, effectivement, c'est pour gagner un petit peu de productivité, faire la même chose pour un peu moins cher ou faire plus pour le même prix, etc., etc. Très bien.
Mais en face de nous, en face de vous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un consommateur qui maintenant, parce qu'il est consommateur, j'allais dire B2C, hein, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de passer par les standards de l'e-commerce pour commander son bouquin, ses fringues en ligne ou je ne sais quoi, il est habitué à avoir un niveau de traçabilité, une rapidité de livraison, un choix, etc., qui soit hyper simple avec des applications qui sont très très simples. Cette personne, c'est la même qui va, après avoir mis son costume, Belleville, bien sûr, et est parti travailler, et ben, c'est bon, Thomas. Et donc, il va garder ces usages-là. Ces usages qui sont parfois dans le B2B, qui ont un petit peu de retard. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez une commande qui se fait, et comme on veut plus gérer maintenant des stocks importants, ne serait-ce que pour des raisons de responsabilité environnementale, et ben, ça veut dire qu'on doit produire en flux le plus tendu possible. Et donc, votre capacité à produire rapidement, c'est-à-dire à interagir extrêmement rapidement avec le front office qui est la commande du client, eh ben, elle se fait par une informatisation de la chaîne qui doit être la plus fluide possible. Si vous avez au milieu de la chaîne quelqu'un qui n'est pas connecté à cet écosystème, eh ben, ça y est, c'est toute la chaîne qui prend du retard parce que voilà, vous avez un goulot d'étranglement qui annule tous les efforts de productivité qui ont été faits à côté. Donc ça, c'est très important. L'un des arguments majeurs du Made in France en matière j'allais dire, d'industrialisation, c'est le fait de produire beaucoup plus près des centres de consommation. Donc, si on se retrouve avec des délais de production qui sont équivalents aux Chinois, hein, où il faut commander des très grands containers qui vont prendre le bateau, qui vont mettre 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines avant d'arriver, et donc qui vous obligent à prendre des commandes extrêmement volumineuses, et là, vous allez stocker, donc vous allez devoir gérer des soldes, des trucs comme ça, et ben à ce moment-là, on n'arrivera jamais à faire moins cher que ces gens-là. Donc, ça veut dire que la gestion des stocks, elle est capitale, elle coûte très très cher aux entreprises, donc il faut avoir cette capacité à avoir des flux tendus et donc une information qui passe très très bien d'un maillon de la chaîne à l'autre. D'où ce que tu nous expliques, Thomas, là-dessus, sur la connexion de tous ces maillons de la chaîne. Et d'ailleurs, ça va bien au-delà de la plateforme en tant que techno. On le voit, hein, aujourd'hui, l'aspect logistique, il est devenu hyper critique. En France, on a Cdiscount. Cdiscount, ils développent aussi des entrepôts. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si je suis une PME et que je veux pas avoir à gérer mes stocks, je peux même externaliser la gestion de mes stocks à des entreprises qui aujourd'hui ont des niveaux d'automatisation et d'intelligence que moi, je n'aurais jamais en tant que PME. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant dans la mutualisation et l'arrivée de ces plateformes, c'est qu'ils arrivent à intégrer toute la couche applicative à la logistique physique. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'Amazon est très bon. Mais on a aussi en France des alternatives qui sont hyper crédibles. Avec Cdiscount, on a des acteurs également qui travaillent sur la robotique dans les entrepôts. Et on a aussi des foncières qui sont spécialisées sur les entrepôts pour la logistique, qui vont aussi proposer progressivement du traitement automatisé des stocks et autres. Donc je pense qu'encore une fois, l'interconnexion, il ne faut pas que les PME se disent il faut que j'internalise tout. Il faut aller prendre le meilleur là où il se trouve. Et il faut savoir orchestrer ça. Voilà. C'est une nouvelle forme d'externalisation en fait qui est en train de se dessiner. Donc voilà, on a beaucoup parlé de la partie effectivement industrie. Je ne vais pas non plus m'étendre sur le sujet, ou juste quelques innovations de rupture que je souhaitais peut-être introduire et je laisserai le soin à les prochains intervenants de creuser le sujet. Mais quand on voit ce qui se passe sur la réalité mixte par exemple ou le jumeau numérique, c'est très intéressant parce que finalement, il y a vraiment une vision qui est en train de se dessiner sur l'industrie 4.0 avec des innovations qui vont changer la façon dont je conçois mes offres, dont j'interviens sur les pièces techniques, hein, tout ce qui est formation, maintenance et autres, dont je collabore avec des experts dans le monde entier autour de mon produit sans forcément avoir à déplacer. On a également annoncé côté Microsoft une plateforme qui s'appelle Mesh,
qui permet aussi d'avoir plusieurs personnes qui se retrouvent dans une salle virtuelle avec leur propre avatar pour travailler à la conception d'un produit, par exemple. Et pouvoir, voilà, donc on assiste aussi à des phénomènes de gamification ou de travail collaboratif entre des personnes qui sont éloignées. Voilà, après je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, il y a plein de nouveaux scénarios qui vont arriver avec ces technologies de rupture. Et le jumeau numérique, c'est le fait de pouvoir dire que vous avez un pilotage en fait de toute votre usine virtuelle. Donc vous pouvez typiquement, quand vous avez plusieurs unités de production disséminées à droite à gauche, pouvoir les piloter, avoir des informations qui remontent, changer les configurations à distance, avec un vrai jumeau en fait de toute votre configuration au niveau de l'industrie. Donc l'utilisation des assets, les unités qui fonctionnent le mieux, celles qui fonctionnent le moins bien. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait aussi la jonction entre le monde physique et le monde réel. Et ce sont des outils de pilotage qu'il faudra aussi mettre en place et utiliser pour toutes les industries aussi qui ont un historique à gérer et qui ne savent pas forcément comment démarrer. Souvent, dans les exercices que nous, on mène auprès de nos clients, c'est de les emmener les plus loin possible dans une vision autour de ces innovations et ensuite de rétro-pédaler en disant, bon, on commence par quoi? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour arriver finalement à cette vision cible? Mais au moins, ça permet de se projeter aussi dans des usages un peu extrêmes de la technologie. Alors, on est loin d'être sur des choses très démocratisées aujourd'hui, mais en France, on n'est pas en retard. Hein. On a des belles boîtes, notamment sur la partie sur la réalité mixte, avec des très beaux cas d'usage de HoloLens que vous verrez dans une prochaine session. Voilà, je fais un petit teaser, j'en profite. Donc voilà, bon, on a partagé pas mal de choses. Alors plus sur le comment, il y a quelques outils, quelques guides qui ont été faits que je trouve intéressants, notamment par BPI France. J'en parle souvent parce que c'est pas simple d'avoir une vision de sa transition numérique. Et donc il y a des petits guides comme ça qui aident aussi à travailler sur plusieurs axes et de comprendre finalement comment le numérique vient au service de mon client, de mon organisation, de mon écosystème ou de mon offre. Et qu'est-ce que ça implique en termes de changement? Au-delà des technos, qu'est-ce qu'il faut que je modifie dans ma façon de fonctionner? Voilà, donc il y a ce guide qui existe, j'ai mis le lien ici, qui est assez intéressant. Quelques exemples clients, donc là vous avez 1083, vous avez Racer aussi, qui est une marque avec qui on travaille beaucoup. Vous avez dans l'agro, vous avez Maïsadour. Sur l'agro connecté, on aide aussi des associations, des écoles. Bon, il y a tout un tas de clients qui s'appuient sur ces technologies. On ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, moi c'est à peu près ce que je voulais vous partager aujourd'hui, vous donner un peu de perspective, focaliser sur des thèmes qui me paraissent clés dans la transition numérique, zoomer un peu plus sur la partie industrie, même si j'ai conscience que voilà, c'est pas que l'usine en tant que telle, c'est tout ce qui va autour. On pourrait parler aussi du processus de créativité au niveau des jeunes marques voilà, qui veulent designer et confectionner en France. Voilà. Mais en tout cas, le sujet est ouvert et je suis preneur d'échanger avec vous maintenant sur la demi-heure qui nous reste. Merci, Merci Thomas. beaucoup, Thomas. Ouais, je te laisse la main, Emmanuel. Est-ce que tu peux enlever ton partage d'écran, comme ça on te met en gros à l'écran. Allez, hop, en gros voilà. plan. Parfait. Bien, les amis, est-ce que vous avez des questions? Alors, ne soyez pas timides, les premières. On va laisser Laurent poser la première question, ou Gilles. Comme ça, après, les timides pendant le relais derrière. Sur le chat, j'ai quelques commentaires. Vas-y. Tu parlais tout à l'heure de costume. Tu parlais tout à l'heure de costume. Tu disais, bien sûr, un costume Belleville. Mais existe-t-il une autre marque que les costumes Belleville? Je n'en connais pas personnellement. Je ne sais pas. Le costume, c'est Belleville de toute façon. D'ailleurs, ça devrait être le claim. Ouais, le costume, c'est Belleville. Ça devrait être ça le slogan. Alors, donc Laurent qui nous confirme en effet qu'il y a moins de TI qu'en Allemagne. Je crois qu'en France, on a moitié moins de TI qu'en Allemagne. 5700. Et pratiquement, ouais, voilà, et pratiquement moitié moins qu'en Italie aussi, je crois. Enfin, un peu moins que moitié moins, mais même l'Italie en a, on va dire, 30 ou 40% de plus que nous.
Patrick Cansuli qui nous dit maintenance prédictive sur les poids lourds Renault-Mercedes. Maintenance prédictive couplée avec intelligence artificielle. Oui. Cédric Pierru qui nous dit la maintenance prédictive se met aussi en place sur les outils de production pour une réduction des coûts de maintenance et surtout réduction des arrêts de prod. Oui, tout à fait. Voilà, accompagnement par le CETIM ou BPI France. Renault, un petit message personnel de Renaud Escorbiac, Thomas, qui dit qu'il est tout à fait d'accord sur ce que tu as dit sur LinkedIn. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais accepter son invitation qui date un peu? Allez, je le fais tout de suite. Alors, Renaud, ce qu'il faut que tu saches, c'est que Thomas a un profil spécial sur LinkedIn qui est un profil dark web. Et c'est par celui-là qu'il faut le contacter, en fait. Le profil officiel n'est pas… Les vrais amis, il les a, mais on t'expliquera. Par rapport à des soirées que Laurent organise. Enfin bref. Ouais. Je vois le genre. Voilà. Patrick Cansuli Non, qui tu nous vois dit pas. maintenance prédictive. Non, tu ne vois pas parce que c'est dans le noir en plus. Ça y est, c'est accepté. Maintenance prédictive et maintenant prescriptive. Déjà existant dans le monde automobile avec les enchères inversées. L'utilisation des workflows est intéressant, mais attention de ne pas rendre les process plus complexes. Oui. Voilà. Et ensuite, Fabrice Pedro Rousselin qui nous dit comment rejoindre ma PME numérique et proposer une solution d'aide aux PME. Je vais commencer par celle-là. Donc, c'est très simple. Aujourd'hui, dans ce dispositif, on fait appel à l'écosystème Microsoft. Donc, idéalement, il faut utiliser de près ou de loin une de nos solutions ou proposer des services autour des services d'accompagnement autour des solutions. Néanmoins, à la marge, on a fait rentrer aussi des acteurs qui apportaient un niveau d'expertise pointu sur certains domaines. Par exemple, le financement de ma transition numérique, les leviers fiscaux à ma disposition pour financer ça, comment je finance mon innovation, comment je valorise mon bilan. Donc, tout un tas de techniques aussi d'une boîte qui s'appelle Figroup, qu'on a fait rentrer aussi dans le dispositif parce que c'était pertinent aussi sur ce sujet du financement. Sur les autres sujets, très bien. Et on a une question de Xavier, donc Xavier Fisselier qui est à Perpignan, qui est le co-founder d'une startup qui s'appelle Hello My Bot, qui, comme son nom l'indique, développe des chatbots que je connais bien et qui demande comment établir un partenariat sur des projets de numérisation de PME. Tu pourrais préciser un petit peu, Xavier? Si tu veux prendre la parole, on t'écoute. Allô, ouais, excusez-moi, j'ai essayé de me connecter. Ouais, c'était surtout, bonjour et merci pour cette présentation, c'était vraiment super intéressant. Oui, c'était en fait notamment sur la connexion, la partie connexion technique via ce que vous disiez tout à l'heure, la partie des API. Donc, nous, on a déjà eu l'occasion de se connecter sur Teams, mais pour des clients, avec l'automatisation de conversation à travers Teams. Mais voilà comment on peut établir une offre, entre guillemets, qui pourrait être plus visible pour les PME, justement, qui doivent pas savoir obligatoirement qu'elles peuvent nous utiliser pour automatiser des appels ou la compatibilité comment faire partie d'un programme de partenariat, entre guillemets. D'accord. Effectivement, c'est un vrai défi. Je le disais tout à l'heure, comment faire en sorte que ces solutions soient plus visibles des PME. Et ce qui est compliqué sur le marché des PME, c'est que c'est un marché qui est ultra fragmenté. Donc, il n'y a pas une façon d'acheter. Il y a des façons d'acheter et souvent, la plupart du temps, c'est je prends une solution parce que j'ai un copain dirigeant que j'ai vu utiliser telle solution. Voilà. Je schématise un peu, c'est pas tout le temps comme ça, mais il n'y a pas un mode d'achat particulier. Maintenant, il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier, c'est effectivement rentrer dans les programmes Microsoft. Donc, on a des programmes d'accompagnement d'éditeurs, de startups qui passent sur nos plateformes et qu'on référence dans nos marketplaces. Et ensuite, on peut les référencer dans des dispositifs comme Ma PME numérique pour donner de l'exposition médiatique. Mais c'est vous qui êtes responsable de capturer le contact client et de mener le projet à bout.
Une autre façon d'être plus visible des PME, c'est d'être aussi visible à travers Teams, par exemple. Donc là, effectivement, être dans la marketplace de Teams pour faire partie des applications que je peux aller, auxquelles je peux m'abonner directement depuis mon interface. Et puis après, donc l'idée de ma PME numérique, c'était aussi que vous puissiez être mis en évidence sous forme de cours. Donc le deal, il est simple, hein, c'est que c'est pas forcément parler du produit pour du produit, mais c'est plus de montrer des cas d'usage, faire des cours et puis vous mettre disponible dans le catalogue. Après, le dernier enjeu, c'est faire connaître toutes ces solutions superbes aux partenaires qui font l'accompagnement de proximité. Donc en France, on a 10 500 partenaires Microsoft, après 40 ans d'existence, donc on a un modèle qui est très indirect. Et tout l'enjeu, il réside aussi dans le fait de faire connaître votre solution de chatbot, par exemple, à des prestataires informatiques qui sont en contact quotidien avec ces PME et qui recherchent aussi des solutions, des usages un peu nouveaux pour continuer à se développer chez leurs clients. Donc ça, c'est un peu la dernière réponse, c'est ce que nous, on appelle le partner to partner, le fait de mettre en relation des partenaires qui n'ont pas forcément les mêmes profils, mais qui, à un moment, peuvent apporter ensemble une réponse à un client. Ok, mais c'est super clair. Merci beaucoup. Et c'est d'ailleurs cette troisième solution avec laquelle on a déjà eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec d'autres partenaires et de pouvoir intégrer notre solution. Et merci bien. Ça marche plutôt pas mal. On a typiquement des boîtes comme Let's Sign It qui fait de la signature de mail intelligente ou Made in Black qui est aussi un acteur de la cybersécurité français, contrairement à ce que son nom indique, français basé à Marseille. Et ces deux acteurs, en fait, ils proposent des solutions et qui sont aujourd'hui de plus en plus revendues et proposées par des acteurs de services. Voilà, donc ça c'est plutôt positif. C'est, je pense, aussi une grosse force qu'on a en France. On a un maillage, on est une startup nation, mais on a aussi un super maillage de prestataires informatiques qui demandent qu'à aller vers les usages plutôt que de rester que sur l'infrastructure à vendre du serveur, du firewall et de la machine virtuelle. Encore une fois, je schématise, mais c'est pour que le message passe mieux. Et une petite dernière question, juste, et je me retire. Si vous aviez un contact sur la partie NLU, NLP de chez Microsoft, je serais vraiment ravi. C'est la seule solution qu'on n'ait pas encore pu intégrer de notre côté. On est complètement agnostique sur cette partie-là et je serais vraiment ravi de pouvoir parler avec quelqu'un de Microsoft sur cette partie. Je vous ai envoyé mon adresse mail, Xavier, dans la chat box. Merci beaucoup. Merci. Merci. Xavier, tu n'as pas perdu ta soirée, c'est bien. Tu as bien fait de. Alors, Renaud Escorbiac, qui est quelqu'un de très bien élevé, a levé la main et attend patiemment pour poser sa question. Donc, je te laisse la parole, cher Renaud. Ah oui, je vais même te mettre en évidence, même. Je te mets en plein écran, regarde. Bam. Voilà. La pression, du coup, là. T'as vu ça? T'as bien fait de mettre une chemise. T'as raison. Merci Thomas, c'était super, franchement c'était super intéressant et super clair. Plusieurs remarques qui amènera peut-être une question. Je t'ai trouvé super positif à l'égard du virage numérique français, alors qu'on a eu des intervenants dernièrement plutôt négatifs, parfois, qui disaient qu'on avait raté le virage quasiment. Et que, je crois pas dire de bêtises, hein, Laurent, en disant ça. Et même sur la réalité virtuelle, par exemple, disait que les Français, c'est bon, on avait raté le truc et que ce serait des Américains qui mangeraient toute la place. Alors bon, évidemment, Microsoft, c'est pas français, mais la partie France a une certaine indépendance, si je ne m'abuse. Et donc, je t'ai trouvé quand même très positif. Donc ça donne un peu de baume au cœur aux petites startups, en tout cas dont je fais partie. J'ai bien aimé l'espèce de balance que tu faisais sur la numérisation de l'entreprise en général entre ce qui est de l'ordre de l'obligation en fait et de la nécessité et l'espèce de triptyque obligation, nécessité, vision, avenir et finalement ROI, retour direct. Je le dirai plus en détail bientôt là, dans la conf du 25,
pour moi, qui suis dans la réalité virtuelle, je ne vends pas de réalité virtuelle. Je vends du ROI à mes clients. Et toute la difficulté, alors, c'est d'être crédible quand on aide le client à constituer son ROI. Et parce que parfois, même les chiffres sont très surprenants. Quand on prend, enfin, dans la réalité virtuelle, hein, je parle de mon. Mais en fait, c'est vrai partout. C'est-à-dire que avant, j'avais une boîte d'externalisation dans les RH, et en fait, je calculais aussi des ROI. Et le vrai challenge de la PME, elle doit comprendre que la digitalisation, c'est du retour sur investissement qui va être direct, moyen terme et long terme. Et que d'ailleurs, si elle ne le fait pas, et là, on revient à l'obligation et à la nécessité. Voilà, je voulais juste apporter cette chose qui transpirait de ta présentation, et moi, j'ai bien apprécié. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup pour le retour. Donc, 2 points. Effectivement, je te rejoins sur le ROI. Moi, je me dis toujours qu'il y a aussi le risque de ne pas bouger, le risque de ne pas essayer. Et malheureusement, après, c'est très culturel. J'ai eu la chance de travailler aussi aux États-Unis. Et quand je suis revenu, j'ai dû me réadapter pendant 6 mois à notre culture, qui est on va pas prendre de risques parce que on peut se planter. Et voilà, et je pense qu'avec le numérique, finalement, on a une culture qui n'aide pas forcément, mais il y a quand même une prise de conscience. Donc, je vois aussi des PME qui essayent des choses, qui testent et qui vont de l'avant et qui ont compris. Et c'est pas une question de génération, c'est vraiment une question de volonté du dirigeant d'entreprise et de pouvoir s'appuyer aussi sur les bonnes personnes, d'avoir des ambassadeurs ou des personnes qui peuvent être des relais aussi dans l'organisation, sans forcément qu'elles aient un titre de responsable informatique ou autre. Donc ça c'est plutôt voilà, il y a le risque à ne pas faire. Ça c'est qui peut coûter beaucoup plus cher qu'un faible ROI sur un projet. Et le deuxième point, c'était sur la réalité virtuelle, le gaming. On a quand même une école française du jeu vidéo qui est très importante. La dernière acquisition de Microsoft, c'est un studio de jeux vidéo qui est basé à Lyon, quand même. C'est une acquisition mondiale. La boîte qui fait tous les paysages que vous avez dans Flight Simulator, vous savez, le jeu de pilotage d'avion. Et aujourd'hui, il y a un rendu qui est incroyable. Vous avez vraiment l'impression de passer au-dessus de sites à Angkor ou en Floride ou je ne sais où. En fait, le moteur de rendu de toutes les images qui ont été prises par satellite pour Bing, le moteur de recherche, aujourd'hui, c'est une boîte française qui a développé ce moteur de rendu pour Microsoft Monde. Thomas, j'ai une remarque concernant Flight Simulator, qui est un jeu iconique pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Moi, personnellement, je suis fan. Mais à quand Flight Simulator sur Mac, s'il te plaît? Peut-être qu'on pourra utiliser, pas être obligé d'acheter un PC pour pouvoir utiliser Flight Simulator. Voilà, ouais. Bon, c'est juste une petite comme ça. J'aimerais bien, ça serait bien. Ouais. Non, je prends c'est un point intéressant. Il faut savoir que le monde du jeu vidéo, il bouge beaucoup aussi, et qu'on va quand même vers une indépendance de plateforme, c'est-à-dire que l'avenir, il n'est pas forcément dans le fait d'avoir le contrôle sur la manette de jeu ou la console, il est plus de faire un Netflix du jeu vidéo. Donc demain, avec la 5G, avec le débit, etc., on doit pouvoir jouer de n'importe où. Et là-dessus, on a lancé notre plateforme de gaming dans le cloud pour que justement on soit un peu le Netflix aussi du jeu vidéo. Donc j'espère que on va aller vers ça. Mais en tout cas, Flight Simulator, c'est encore une fois le succès de la nouvelle version. Il repose sur les épaules d'une boîte française. Voilà. Et dans la réalité mixte, virtuelle, il y a des boîtes comme Synergis également en France qui sont super innovantes. Avec notamment je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité, mais on a reconstitué le Mont Saint-Michel. On peut visiter le Mont Saint-Michel avec des lunettes de réalité augmentée. Donc, on a eu une exposition là-dessus. Et ça, pareil, ce sont des entreprises françaises qui sont derrière. Et c'est un cas de même dans la médecine. Les premières opérations chirurgicales de l'épaule de mémoire ont été faites par des docteurs français, je crois avec le concours de la petite salpêtrière. Voilà. Et ces cas d'application des HoloLens, ils ont démarré en France. Donc voilà, il faut
Il faut aussi se dire quand les choses vont bien et que la France impulse aussi de l'innovation voilà, et lead. Ouais, c'est vrai. Mm. Renaud, est-ce que tu as eu la réponse à ta question? Ouais, absolument. C'était plutôt Parfait. pas trop une question en plus. Oui, c'était un commentaire. Parfait. Merci beaucoup. Mm. Alors, nous avons une autre question d'Arnaud Gouverneur. J'en profite, Arnaud, si tu nous entends, est-ce que tu peux allumer ton micro? Arnaud vient de nous rejoindre. Il est officiellement un des tout derniers membres des FFI à nous avoir rejoints. Donc, je profite de ce moment pour te souhaiter la bienvenue au club officiellement et nous t'écoutons. Si tu peux brancher ta caméra, c'est encore mieux même, qu'on te voit. Tu me vois, Emmanuel? Pour l'instant, on t'entend. Ah, voilà, ça y est. Quel soleil. Soleil du Nord de Valenciennes, vous venez quand vous voulez. Hein. Et à Valenciennes, ils sont très forts au niveau des jeux. Valenciennes, Lille aussi sont forts dans les jeux vidéo. Borloo, il s'est démerdé pour avoir une force vive d'ingénieurs, d'étudiants qui est très créatif, quoi. Et donc, ma question, c'était que je ne sais pas quelle start-up française. Alors, ça peut être, j'ai oublié le nom, j'ai vu tout à l'heure, je vois plus, Renaud, c'est son prénom? Oui. Oui, Renaud Escorbiac. Bah, Renaud, c'est un peu espagnol, ça, non? Non, pas trop. Moi, c'est surtout français. Ah, d'accord, ok. Bon, on a tous des origines, on vient tous du même monde, d'Éthiopie il y a 70 000 ans, hein, donc c'est pas un problème. Et donc, ma question, c'est que ecodip.fr, je veux en faire une plateforme avec intelligence artificielle. Je veux que ecodip.fr soit percutant aussi fort que Cdiscount et des plateformes de ce type. Ton micro, Arnaud. Tu m'entends pas? Attends. Si c'est bon, là, on t'entend. Est-ce que tu peux juste, parce qu'on n'a plus que 10 minutes. Être court, très court, ok. Ouais. Voilà, juste Donc, être pour que les autres aient le temps de poser leurs questions. Donc, je veux une start-up française, intelligence artificielle, qui me ponde un site du futur, 2050. Donc, merci de me contacter. Ça marche. Mais pas en 2050, du coup. C'est plutôt pour maintenant. Oui, on va essayer de le faire avant 2050. Dans 24 heures, moi, je suis comme ça. Parce que si tout se passe bien, je serai à la retraite, mais ça dépend, hein, comme l'âge de la retraite recule, on ne sait jamais. En 2050, tu seras tout juste en train de l'apprendre, Thomas. Les entrepreneurs ne prennent pas de vacances et ne prennent pas passent un peu de bon temps avec les familles, c'est important. Mais la retraite, c'est pour qui il n'y a pas de retraite pour nous, hein, donc. Non, c'est clair. Arnaud, on peut de même, hein, tu peux me contacter sur mon adresse mail. J'ai pas une réponse comme ça. Je pense qu'il faut qu'on regarde qu'est-ce qui est pertinent pour toi en termes d'usage. Et puis ensuite, voir si c'est une start-up qui a une solution clé en main qui peut y répondre, ou s'il faut qu'on te propose des experts qui peuvent t'aider à développer des choses en spécifique. Ok, très bien, Thomas. Super, merci. Merci Arnaud pour ta question. Alors, je suis désolé, j'ai des petits soucis d'écouteurs, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bref. Est-ce qu'on a, je vous préviens, dans 8 minutes, il est 20h et là, on est obligé de couper à l'heure de l'apéro. C'est un impératif. C'est parce que Laurent et Gilles, qui sont des grands buveurs, ouvrent les bouteilles à cette heure-là. Ce n'est pas de ma faute, hein, moi je resterai bien plus longtemps. Donc à cause de Laurent et Gilles, on n'a plus que 8 minutes. Si vous voulez poser vos dernières questions, ou bien si Laurent, Gilles, on t'a pas beaucoup entendu. Est-ce que tu aurais des remarques par rapport au numérique? Je ne sais pas, on pourrait peut-être faire un parallèle, parler un petit peu d'un cas d'école avec Belleville, notamment, ce qu'on est en train de faire, notamment de l'intérêt du numérique sur un modèle de business comme celui de Belleville, qui par définition est purement retail. Justement, c'est un cas intéressant puisque
Belleville est directement né de l'écosystème, donc ça peut être très intéressant justement de parler un petit peu de ça. Donc je laisse peut-être Laurent intervenir ou Gilles sur comment on a utilisé les outils du numérique justement pour mettre en avant Belleville. Vous pensiez que j'allais pas vous faire bosser, hein, ben voilà. Gilles, je te laisse la place parce que Emmanuel, il pose des questions à d'autres personnes. Donc, comme on est très polis tous les deux, on attend que ça soit l'autre. Donc, oui. Comme je suis encore un peu plus poli que toi, je te laisse. On a perdu Gilles, je crois. Non, je suis là, pardon. Excusez-moi. Ah. Non, je suis là. Non, mais sur le digital, je voulais te laisser la main, Laurent, c'est ton périmètre. Donc, je voulais te laisser pouvoir poser des questions à Thomas. Ok, bon. Eh ben alors donc, sur le témoignage Belleville, effectivement, on a bossé, on a pas mal travaillé ensemble avec Gilles sur le sujet. Alors, c'est assez intéressant parce que, moi, il y a quelque chose auquel je suis très sensible dans ce que tu as dit, Thomas, c'est la prise de risque. Alors, c'est une prise de risque, j'allais dire, inhérente à l'entrepreneuriat, puisque pour le coup, Belleville, c'est une création from scratch. Donc, il y a un geste d'entrepreneur qui est de dire, voilà, Gilles, il était précédemment reconnu pour une marque qui était plus installée. Il y a eu quelque chose qui ne lui allait pas sur notamment la localisation de la production et il a décidé de suivre ses convictions, de quitter cette marque et d'en lancer une autre. Donc ça, c'est déjà un risque entrepreneurial assez fort. Ensuite, il y a eu effectivement une volonté de sa part, quitte à créer une entreprise, autant qu'elle soit de son temps. Et il y a des choses qu'on ne fait plus en ce moment dans ce secteur de la distribution textile, c'est d'avoir tout un tas de boutiques qui correspondent à des zones de chalandise. Donc, en fait, ce qui se fait beaucoup plus maintenant, c'est d'avoir des sortes de flagships, quasiment des showrooms, hein, des lieux d'expérience où on va optimiser la capacité du physique à distribuer de l'émotion. Parce que, en fait, il y a un certain nombre de travaux qui sont faits depuis des années sur la capacité à générer de l'émotion. Et on s'est rendu compte que plus vous aviez de sens qui était sollicité par quelque chose, plus vous avez une émotion potentiellement forte. Or, on le sait, la vente, c'est quand même très émotionnel, c'est de la séduction. Il y a encore des gens qui pensent qu'on achète des choses parce qu'on en a besoin. La réalité, c'est qu'on achète des choses parce qu'on en a envie. La plupart du temps. Sinon, on ferait simplement se loger et manger et se vêtir de temps en temps, quoi. Donc, il y a une désirabilité qui s'est installée de plus en plus dans nos sociétés et il faut la solliciter, solliciter ce désir. Et donc, on le sollicite par l'émotion. Le lieu physique a ce site particulier que, en fait, vous voyez, vous pouvez toucher, vous pouvez sentir, vous pouvez entendre, et donc c'est le canal le plus émotionnel. Par contre, c'est le plus contraignant, c'est-à-dire qu'il faut se déplacer, il faut voir le stock, il y a tout un tas de choses, et donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un magasin assez central, plutôt bien fait, et qui soit finalement au centre du parcours client, mais un parcours client qui commence très en amont avec des contenus, avec des messages, avec des histoires, un storytelling, comme on dit maintenant, qui va ancrer une marque sur des valeurs, sur des courants sociétaux assez forts et qui va faire, moi, pour toutes ces raisons-là, qu'elles soient éthiques, pratiques ou des raisons de prix, j'ai envie de cette marque-là. Donc, quand on est convaincu par les canaux digitaux qui vont être, là pour Belleville, il y a eu d'abord un travail qui a été fait sur le site, puis sur Instagram, sur les canaux digitaux assez classiques. Et ensuite, il y a eu ce risque qui a été pris, qui est de dire, ça reste quand même notamment avec le cœur du métier, qui est un métier de sur-mesure, c'est parfois un peu compliqué de vendre du sur-mesure online. Donc, la démarche a été de dire, très bien, on va avoir des produits qui vont être adaptés à de l'achat online, mais finalement, le cœur du système va être de faire ce qu'on appelle du web to store, c'est-à-dire d'utiliser le média online pour générer des rendez-vous en boutique. Ou alors, d'utiliser cette capacité qu'a le digital, de faire sortir la boutique de la boutique, c'est-à-dire de prendre des compétences qui sont dans la boutique et de les projeter en mode prise de rendez-vous au bureau,
dans un showroom virtuel, dans quelque chose d'éphémère, parce que vous avez cette capacité à événementialiser une vente par le digital. Donc, à partir du moment où je suis capable d'avoir une communauté que j'ai acquise au fur et à mesure, avec, à la fin, vous avez un CRM avec des mails, avec des téléphones, etc. Vous avez une capacité à faire savoir à cette communauté qu'il va se passer quelque chose dans 3 semaines et que ça va durer 2 semaines. Ça, vous ne l'aviez pas avant. C'était quelque chose qui était très lent. Donc aujourd'hui, quand vous emmagasinez de la data, de la connaissance sur vos clients, vous avez cette capacité à les solliciter, à les déplacer vers un lieu, et là, il se passera une expérience. Ça, c'est très important pour une marque. Et donc, dans la démarche de Gilles sur Belleville, ça a été de dire, voilà, moi, j'ai un métier qui est un métier qui demande du temps, qui est un métier où il y a une expérience extrêmement forte, parce qu'on avait bien étudié le cas aussi, parce que faire du digital et se lancer, c'est aussi regarder des choses qui sont un peu trop en avance et qui sont des innovations qui ne rencontrent pas leur audience. Donc, on avait regardé toutes ces marques qui proposaient la prise de mesures virtuelles avec des applications, avec tout un tas de trucs qui étaient assez robotisés, avec de l'intelligence artificielle, etc. et qu'on fait pchic. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que pour quelqu'un qui allait mettre quand même un certain prix dans une veste, dans un costume, dans un pantalon pour qu'il soit sur mesure, le côté passer chez un tailleur, avoir ce temps un peu suspendu, avoir quelqu'un qui s'occupe de soi, qui nous aide à nous conseiller, etc., ça va aller bien plus cher que simplement dire ah bah tiens, je le fais, clic-clac, c'est bon, c'est dans mon smartphone et tout, et puis maintenant c'est pratique et c'est cool. Et je suis livré à domicile. Donc on voulait garder ce cérémonial, sauf que il fallait le mettre au milieu d'une expérience optimisée sur la capacité à faire venir des gens en boutique ou la capacité à exporter, externaliser, enfin prendre cette compétence et la mettre dans des lieux physiques, parce qu'il y a des gens, ils sont loin de la boutique. On ne va pas ouvrir 15 boutiques quand on lance une entreprise, donc il faut être capable de prendre des rendez-vous et d'être mobile. Donc ça, on l'a pas mal utilisé. On a fait du test and learn, alors on a essayé plusieurs parcours, parce qu'au début, ça ne marchait pas, on ne savait pas pourquoi. Ensuite, on a changé des choses. Voilà, donc cette capacité, comme tu l'as dit, à dire, à un moment donné, il faut se lancer. Si ça foire sur un truc, il y a un souci de micro, non? J'ai l'impression qu'on a perdu Laurent. Ouais. Au moment où il disait, il ne faut pas avoir peur de foirer. Ah voilà. Alors, Laurent, où es-tu? Laurent. Bon, si c'est un problème de batterie, il ne va pas revenir tout de suite. Hein. Ouais, c'est ça. Alors. Bon. Il s'est fait éjecter par Teams. Comment ça, il s'est fait éjecter par Teams? Qu'est-ce que ça veut dire? Bruno, on ne t'entend pas? Je ne savais pas moi. Ah, ça y est. Mais voilà. Il a disparu à 8 heures, ça a coupé. Je ne sais pas, peut-être sa batterie. Non, mais c'est parce que c'est ça, c'est qu'il est. Alors, vu qu'il n'est pas encore là, il n'est plus là, il est parti. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Laurent a un ordinateur qui se déconnecte à 20h pile à l'heure de l'apéro et qui automatise l'ouverture de la bouteille de rouge
Il est très fort. Il a utilisé tous les outils du numérique pour justement se faire servir l'apéro à 20h pile. De toute façon, on va dire que c'est le mot de la fin, mais c'est vrai que c'était un bel exemple de finir sur l'exemple de Belleville, parce que justement, tiens, ben le voilà. Donc là, on vient de te tailler un costard, mon Laurent, mais alors là, un truc de dingue. Parce que voilà, juste au moment, comme disait Thomas, juste au moment où tu dis il faut pas avoir peur de merder, c'est là que ça part. Non, ce que je disais en fait, c'est que comme par hasard, tu t'es déconnecté à 20h pile. J'ai dit que tu avais un système chez toi qui faisait qu'à 20h pile, ton ordinateur se déconnectait à l'heure de l'apéro. Non, mais je sais bien, de toute façon, dès que tu me donnes la parole, Emmanuel, après tu me coupes le sifflet. Le temps est compté, c'est-à-dire que je mets un compte à rebours de 2 minutes parce que sinon ça dure 3 heures. C'est pas possible. Donc, du coup, comme tu as joué, tu as gagné, bah, tu n'as plus qu'à dire le mot de la fin. Comme ça, tu conclus, je te laisse conclure. Bon, merci beaucoup. Voilà. Bah, écoute, Thomas, c'était hyper intéressant. Je pense que là, on a brossé assez large sur tout ce qu'il était possible, en fait, tous les champs d'application du numérique. On a vu que c'était assez vaste. On va maintenant, comme dans toutes les démarches, je pense assez fouillé. On a été très très large là. Là, maintenant, on va faire un champ d'application beaucoup plus resserré, qui va être géographique, qui va être autour du Made in Italy, savoir comment eux, ils ont fait, parce qu'ils sont bien mieux débrouillés que nous. Ils ont encore ça dépend, enfin, c'est à peu près 17% de leur PNB qui est réalisé par l'industrie. Et quand on connaît l'organisation, on va dire, régionale des Italiens, ça veut dire que l'Italie du Nord est, à elle toute seule, une puissance industrielle extrêmement forte, parce que la quasi-intégralité de l'industrie en Italie, c'est en Lombardie, c'est en Vénétie, c'est vraiment dans le Nord. Et c'est assez étonnant ce qu'ils ont réussi à faire en matière d'écosystème là-dessus et de solidarité entre les différentes entreprises en fonction des tailles. Donc ça, on le verra la semaine prochaine. Et puis après, même si Renaud nous en a dit quelques mots, je pense qu'on partira sur des technos assez spectaculaires, un peu plus jeunes, mais qui ont beaucoup de potentiel justement pour créer cette émotion qui est importante dans la vente. Très bien, formidable. Eh bien, c'était une première session de cette FFI Academy très très riche en participation et en contenu. Merci Thomas pour merci Emmanuel, merci cette beaucoup, intervention passionnante. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et d'avoir ces cas concrets. Enfin, ça permet vraiment d'avancer concrètement. Donc, merci beaucoup. On vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine donc, pour ce deuxième épisode, donc mardi 18 à 18h30. Vous avez reçu le lien et tout, mais vous aurez de toute façon le petit rappel. Et puis d'ici là, rendez-vous sur nos réseaux et par mail, enfin tout ce que vous jugerez utile pour maintenir l'écosystème connecté. Merci à tous, bonne soirée et d'ici demain, vous recevrez le lien vers le replay pour pouvoir le reconsulter à volonté. Voilà, bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à tous, bonne soirée. Salut. Merci.